Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Thierry Coudert, je suis effectivement délégué général de l'Union française de l'hélicoptère. Je rappellerai très brièvement que l'UFH est le regroupement, est une fédération qui regroupe 6 associations parties prenantes de la filière hélicoptère française. Les 2 fédérations aéronautiques et sportives, la FFG et la FFPlume pour les héliclubs et les héliclubs ULM, qui est la petite partie. Le groupement français des hélicoptères qui représente à la fois les passionnés et les gens qui ont à voir avec l'hélicoptère sans en être directement membres de l'industrie. On parlera des journalistes spécialisés, de certains militaires, des gens qui sont adhérents à titre individuel et des adhérents professionnels que sont les centres de maintenance, les CAMO, ainsi que les écoles. On a 2 écoles d'ingénieurs qui sont membres adhérentes de l'Union française de l'hélicoptère via le GFH. Et puis alors les 3 gros, qui sont d'abord la branche française de l'European Business Aviation Association, le syndicat national des exploitants d'hélicoptères, qui représente les compagnies exploitantes professionnelles d'hélicoptères, et le très très gros morceau, qui est le comité des industriels de la voilure tournante, qui représente donc, qui regroupe Airbus Hélicoptères, Turbomeca, Thales, Zodiac, etc. Il y a 21 membres, qui sont bien entendu, pour la France, la plus grosse part de notre représentation. Donc je vais vous présenter, conformément à ce qui m'a été demandé de faire, la physionomie de l'activité en France, très brièvement les matériels opérés, la répartition par type de mission, la répartition géographique, les poids économiques de la filière, en fait il y en a plusieurs, et les défis à relever, les évolutions possibles, vues d'une façon globale. Monsieur Moron vous parlera après plus de la préoccupation vue d'une compagnie. Alors, vous voyez ici le nombre d'hélicoptères opérés. Alors, on voit 1627 machines, c'est un chiffre qui varie pas tous les jours, mais toutes les semaines. Gardez en l'idée surtout l'ordre de grandeur et pas le chiffre exact. Il y a 1046 civils et 580 hélicoptères militaires et parapublics. Donc on voit qu'il y a un peu plus de la moitié des hélicoptères qui sont en fait opérés par des organismes d'État ou au nom d'organismes d'État. La répartition des heures de vol, souvent les gens n'ont pas une impression très juste de la manière dont ça se passe. Je ne parle ici que des opérations civiles, publiques et parapubliques. Je n'ai pas vocation à parler des chiffres militaires, douane, gendarmerie et sécurité civile. Donc 35% des heures de vol qui sont réalisées par nos opérateurs sont consacrées aux missions de soutien à l'économie et à l'industrie. Travaux publics, imagerie, production cinématographique, médias, TV, c'est le plus important. Levage des certes professionnels en mer et en montagne, c'est aussi relativement important. Tout ce qui est dessertes et réparations dans les stations de sport d'hiver, etc. 30% des heures de vol ensuite sont consacrées à des contrats de délégation de services publics. Donc le SMUH, pour ceux qui ne savent pas, c'est Service médical d'urgence héliporté, donc les hélicoptères SAMU. La surveillance des réseaux de communication. Nous avons un opérateur important qui est ERDF et RTE, donc les électriciens ont un service héliporté qui leur est dédié. Le transport et l'acheminement d'énergie, donc la surveillance des lignes, la surveillance des gazoducs, la surveillance des lignes de chemin de fer, et même des voies de communication type autoroute, etc. La lutte incendie lorsqu'il s'agit de missions sous contrat données à une entreprise. Ce que INAER fait assez régulièrement. Pas que en France. 15% des heures de vol ensuite sont dévolues à l'instruction des équipages et au maintien de compétences. Ça, il n'y a pas besoin de commenter ce chiffre. 12% des vols relèvent des essais et réceptions d'hélicoptères et de matériel technique embarqué. C'est assez important par rapport au reste. Bon, c'est lié au fait
j'en reparlerai tout à l'heure, qu'en France, nous avons Airbus Hélicoptère, par exemple, ainsi qu'un certain nombre de ses co-traitants, sous-traitants et équipementiers, qui fait qu'on a beaucoup de vols d'essais-réception, plus tous les vols qui sont liés à la maintenance de la flotte opérée, les vols d'orientation, les vols d'essai, les vols de remise en service après grande maintenance, etc. Et seulement 8% des heures de vol concernent le transport privé, vol à la demande et les vols de loisirs. Si vous dites ça à une personnalité politique, elle aura pas tendance à vous croire. L'opinion générale a aussi un peu de difficulté à croire ça, mais pourtant c'est vrai. Le nombre d'heures de vol qui sont dévolues au transport de VIP ou aux héliclubs, aux loisirs, au soutien de l'industrie du tourisme sont relativement faibles, et c'est lié à la spécificité de la réglementation française qui est particulièrement restrictive, notamment autour des villes, qui sont quand même les points d'attraction touristique les plus importants, vis-à-vis des vols dits touristiques. Donc le résultat global, c'est celui-là. Je vous dirais que ces chiffres-là sont ceux qui nous ont été donnés. Alors nous avons participé à leur élaboration, mais ce sont les chiffres connus de la Commission des Transports au Parlement. Alors le poids économique de la filière, on parle bien de la filière civile, ça fait 480 hélicoptères en exploitation commerciale, 27% de machines à piston, 55% de machines monoturbines, ce qui fait 187 appareils, 18% de biturbines, la très grande majorité dévolue au vol SMUH, et un chiffre d'affaires qui, en 2014, était de 280 millions d'euros. La répartition géographique de ces activités, on parle en heures de vol. On voit que l'arc méditerranéen Rhône-Alpes, je suis désolé, il y a un petit problème de... Le chiffre en bas, c'est 34, si vous ne le voyez pas. C'est 34% dans l'arc méditerranéen et Rhône-Alpes des heures de vol. Bon, ça s'explique très bien pour plusieurs raisons. On n'a pas dissocié les opérateurs en montagne et les opérateurs le long de la côte arc méditerranéen parce que ce sont les mêmes en général. C'est bien dans cette région-là qu'on a le plus de stations de ski, de sports d'hiver, de parcs à soutenir. C'est aussi dans cette région-là qu'est la grosse attractivité touristique à forte contribution de la Riviera. Et c'est là où se trouve la seule compagnie de lignes régulières en hélicoptère entre Cannes et Monaco. La deuxième, c'est l'Île-de-France. L'Île-de-France, beaucoup pour ce qui est de la production audiovisuelle, du soutien aux événements sportifs, etc. Mais il y a aussi une forte desserte de grands hôpitaux de l'Île-de-France depuis la province, qui fait que ça donne un pourcentage important d'activité de la province vers l'Île-de-France. Enfin, le troisième gros, c'est l'outre-mer. Principalement la Réunion, par exemple. On sait que la desserte des diverses îlets et cirques se fait beaucoup par hélicoptère, en travail aérien et en transport de personnes. Mais bien sûr, dans les autres DOM-TOM, il y a aussi des besoins spécifiques qui sont à la fois liés à des zones difficiles d'accès comme en Guyane, ou à la desserte de très grande proximité dans les îles. Le poids économique de la filière en France, sa principale caractéristique, c'est qu'on a une activité opérationnelle modeste dans un pays qui abrite une industrie leader. Pourquoi ? Alors quand on dit que l'industrie est leader, c'est un chiffre qui a été élaboré par une école de commerce, un élève qui a travaillé avec nous l'année dernière.
On voit que l'industrie de l'hélicoptère prise en général, elle est relativement comparable à des industries comme celle du nucléaire et puis une entreprise étalon comme Alstom. Surtout, on voit qu'au niveau nombre d'emplois, c'est très important, même si au niveau chiffre d'affaires, c'est le plus bas. Quand on parle d'industrie aéronautique, surtout si on parle d'hélicoptères, c'est tout à fait habituel d'avoir besoin de beaucoup de monde pour faire fonctionner une industrie qui n'a pas forcément un chiffre d'affaires énorme par rapport à son nombre d'employés. Ça s'explique parce que, surtout si on regarde l'hélicoptère, il y a énormément de clients. Le Airbus, en tant que Airbus Aviation, une machine comme l'A320, on dit qu'il a à peu près 400 clients. Une machine comme l'écureuil AS350, il y a à peu près le même nombre de machines, sauf qu'il y a 2000 clients qui vont faire des missions extrêmement variées. Donc le support est beaucoup plus lourd. Avec des opérateurs de taille très très diverses qui peuvent aller de la grosse entreprise qui a plusieurs dizaines ou voire même parfois centaines d'hélicoptères de modèles divers et à des entreprises qui sont de taille artisanale opérant 1 ou 2 hélicoptères plus les privés. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a au niveau mondial quand même beaucoup plus qu'il n'y a d'Airbus privés si on parle d'un Airbus A320 ou A340. Donc le poids économique de la filière en chiffres, ça donne 70 000 emplois concernés ou impactés par l'activité de la filière, dont 33 100 emplois directs de l'industrie et des hélicoptères, mais sur ces 33 100, il y en a seulement 1800 qui sont représentés par les opérateurs civils. Donc en pourcentage d'emplois impactés par rapport à sa population, avec Airbus Hélicoptère, Turboméca et les autres entreprises que j'ai citées, on est clairement un leader mondial. Par contre, au poids économique de la filière en termes d'heures de vol par an par rapport à sa population, la France serait entre la 13e et la 19e place, selon la même source que pour le précédent chiffre, qui est le General Aviation Statistics Data Book de 2013-2014, qui est édité tous les 2 ans par le GAMA. Le GAMA, c'est l'association mondiale de l'industrie de l'aviation générale. Alors pourquoi entre la 13 et la 19e ? Parce que comme on parle que de l'activité non étatique, en fonction des pays, les définitions ne sont pas les mêmes. Vous avez des pays qui utilisent des opérateurs privés pour toutes leurs missions régaliennes, et d'autres qui ont des appareils appartenant effectivement aux États, avec des définitions des missions qui sont variées. Le décompte des heures de vol n'est pas nécessairement fait de la même façon d'un pays à l'autre. Donc les statistiques fournies par les autorités nationales de l'aviation civile ne sont pas forcément basées exactement sur les mêmes chiffres. C'est pour ça qu'il y a une incertitude. Mais quand on est leader mondial de la construction d'hélicoptères civils, de voir qu'en termes d'heures de vol réalisées sur son territoire, on est entre la 13 et la 19e place, montre qu'il y a quand même une assez grande dichotomie entre le dynamisme de l'industrie d'un côté et les difficultés des opérations de l'autre. Alors les défis à relever, les évolutions possibles de cette filière. La première, celle qui m'occupe tous les jours et pas seulement moi dans cette salle, c'est d'absorber l'impact de l'harmonisation réglementaire européenne. La réglementation européenne cherche à harmoniser les règles de tous ces pays membres. Et en ce qui concerne l'aviation, elle l'a pris par le bout de l'harmonisation de la sécurité, et seulement de la sécurité des vols de l'aviation civile, au moyen d'un organisme qui s'appelle le ASA, qui est basé à Cologne. Mais il est bien évident qu'à partir du moment où on a décidé d'harmoniser la sécurité, on impacte tout un tas d'autres règles qui, elles, ne sont pas nécessairement harmonisées. Lorsque l'on fait de la réglementation, par exemple,
on est tenté d'un côté de le gérer par le principe de précaution, c'est-à-dire que à partir du moment où un hélicoptère à 2 moteurs, ça existe, il faudrait que tous les hélicoptères soient bimoteurs. À partir du moment où on a décidé qu'il serait bien que les vols de SAMU puissent se faire de nuit avec des systèmes d'amplification de vision nocturne ou avec des vols aux instruments, etc., il faudrait que derrière, les donneurs d'ordre des hôpitaux, enfin des services de secours à la personne au sein de l'Europe, harmonisent également leurs règles d'attribution des missions, leurs règles de financement, leurs règles de répartition territoriale. Alors, ce n'est pas le cas. Comme on parle de sécurité, on va aussi parler de limite d'âge des pilotes professionnels, par exemple. Mais on n'a pas harmonisé au niveau européen les règles relatives au calcul des retraites. Donc l'impact d'un pays à l'autre est très différent. Et l'harmonisation européenne pourrait amener, si elle n'était pas, si le réglementateur n'avait pas le souci de la souplesse, à avoir des dispositions absolument caricaturales. Et ce que je vais vous dire, si caricatural que ce soit, bien ça a déjà été évoqué dans des réunions. On se retrouverait avec des hélicoptères autrichiens qui seraient obligés d'avoir des flottabilités de secours et des brassières de sauvetage, et puis des hélicoptères portugais qui devraient avoir des pelles à neige et des balises Arva. C'est caricatural, mais à peine. Ça, c'est un des gros problèmes. Je pense que ça va se résorber avec le temps, mais c'est un temps qui est très long. C'est-à-dire que si l'Europe politique se maintient de façon robuste, on peut imaginer qu'on aura une réglementation harmonisée dans les 15 à 20 ans qui viennent. Je suis peut-être optimiste, plus que pessimiste, mais qu'entre-temps, les modèles économiques auront beaucoup évolué et on prend le risque de perdre des compétences à vouloir faire de l'harmonisation à marche forcée. Dans les défis à relever, il faut équilibrer les normes à satisfaire entre les exigences de sécurité et celles de l'environnement. Je viens de parler du monomoteur vis-à-vis du bimoteur. Il est évident que pour un hélicoptère léger, l'impact environnemental d'un monomoteur sera plus faible que celle d'un bimoteur de taille équivalente. Impact environnemental en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes aussi de nuisances sonores, voire de coûts de fabrication et de coûts de destruction en fin de vie. Un hélicoptère monomoteur, c'est pas la même chose qu'un bimoteur. Et donc, d'un côté, la sécurité militerait pour le bimoteur tout le temps, mais l'environnement aurait tendance à dire, si vous voulez respecter le mieux possible les normes par rapport aux masses transportées, au nombre de passagers transportés, le monomoteur arriverait beaucoup mieux à satisfaire à ces règles. Un autre problème, c'est par exemple les normes d'entretien et de maintien de compétences. D'un côté, si on se place sous le prisme des exigences de sécurité, on va appliquer aux opérateurs beaucoup d'exigences en termes de vols d'entraînement, de maintien de compétences, ce qu'on appelle les vols hors ligne, c'est-à-dire des vols sans client, seulement dédiés à l'entretien de la qualification des équipages. On va leur demander de faire des reconnaissances des sites opérés, on va leur demander de faire des approches de nuit. Mais si on se met du côté de l'environnement, on va le leur interdire. On va dire, ah ben non, vous n'avez pas le droit de voler de nuit parce que vous ne devez pas aller sur un terrain qui a des riverains. Il faut faire le moins possible de vols hors ligne parce que ce sont des vols qui ne participent pas à l'économie. Et on se retrouve avec, encore une fois ici, des dichotomies qui ont du mal à se résorber facilement parce que, ça ne vous aura sûrement pas échappé, les autorités qui traitent de l'environnement ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui traitent de l'industrie. Et n'ont pas forcément les mêmes priorités. Oh, ça veut.
Ça devrait aller. J'en arrive à la dernière diapositive. Et les défis à relever, il faut adapter les modèles économiques à l'ouverture des marchés, à l'évolution des missions. On parle par exemple de l'émergence des drones. Comment est-ce que cette nouvelle offre va venir s'imbriquer dans les business models des opérateurs hélicoptères et principalement des opérateurs de proximité? On parle surtout d'imagerie pour l'instant, mais il n'y a pas que ce problème-là. Au niveau de l'UFH et même de l'European Helicopter Association, actuellement, on aurait plutôt tendance à analyser ça comme une opportunité de complémentarité, c'est-à-dire qu'on n'autorisera jamais un hélicoptère à aller regarder jusqu'au fond de la gorge de la gargouille de Notre-Dame, mais on le fera avec un drone. Par contre, un drone aura du mal à pouvoir monter à une assez grande altitude pour faire des plans larges ou à suivre facilement le peloton du Tour de France. Ce ne sera peut-être pas partagé par tout le monde. Il y a des gens qui vont sans doute vouloir s'accaparer une part de ces marchés. Pour l'instant, c'est encore en devenir et l'analyse que je vous livre là est provisoire. Il y a quelque chose de beaucoup plus inquiétant en revanche, c'est l'encombrement de l'espace aérien par des opérateurs non spécifiques. Le drone, ça s'entend par un opérateur professionnel qui a des agréments, des certificats, etc. Mais c'est aussi la personne qui a acheté un petit quadricoptère dans un magasin de jouets qui met une GoPro dessous et qui n'a même pas la moindre idée de ce que sont les règles de l'air et pourtant il va occuper l'espace aérien. On a donc un défi à relever qui est un défi de maintien ouvert de l'espace aérien en sécurité en tenant compte de la présence des drones. Je n'ai pas aujourd'hui de réponse définitive sur la manière dont ça va pouvoir se résoudre. Et puis, un deuxième défi, attention, c'est l'exploitation des nouvelles technologies, c'est-à-dire comment va-t-on modifier l'offre, modifier les business models pour pouvoir intégrer les possibilités de vol sous jumelles de vision nocturne, les possibilités offertes par le vol aux instruments basse hauteur, avec des approches point in space, donc des approches sur des points complètement virtuels et non équipés, qui sont rendues possibles par la navigation GNSS, donc la navigation avec en gros le GPS pour parler rapidement. C'est pareil, ce sont des capacités qui sont en train d'être élaborées, des procédures qui sont en train de se mettre en place, pour lesquelles l'utilisation n'est pas encore complètement définie, pour lesquelles les désirs des donneurs d'ordre ne sont pas toujours très harmonisés. Ce sont des défis, encore une fois, du futur. Donc je n'ai pas les réponses aujourd'hui sur la manière dont ça va évoluer de façon, je ne peux pas vous en parler, de façon absolument assurée. Ce sont des possibilités, ce n'est pas nécessairement le désir des donneurs d'ordre d'en profiter toujours pour l'instant. Et on verra ce que ça va devenir. C'est pareil, ça risque de ne pas être mis en place de manière tout à fait harmonisée au sein de l'Europe, chaque pays ayant ses propres priorités, ses propres volontés, qui parfois sont dictées par la structure de leur économie et de leurs institutions, et puis parfois aussi par des géographies fort différentes. Il est bien évident que les besoins en hélicoptère des pays du Nord qui opèrent à la fois en montagne dans des pays très froids avec du pétrole offshore ne sont pas du tout les mêmes que les pays montagneux, complètement terrestres, en altitude et pour des vols de petite durée avec un faible nombre de passagers embarqués. J'en ai terminé. Merci.